C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour la deuxième capsule de Derrière l'arc-en-ciel. Mon équipe et moi-même, nous vous remercions pour tous les encouragements que vous nous avez envoyés, parce que ça vous plaît apparemment. Continuez à partager, parlez-en autour de vos amis. Et aujourd'hui, à la fin de ce volet, nous parlerons d'un artiste, un drag queen des années 60, 70, qui a vraiment été un phénomène, aussi bien acteur, aussi bien chanteur, qui nous a fait rêver sur les pistes de danse, comme dans le cinéma avec un certain John Waters, on en parle plus tard. Mais avant tout, nous vous présentons un endroit qui a lui été marqué les esprits fins dans les années 70, un club cabaret transformiste, uniquement pour les esprits fins, ça le gardera quand même. Il était situé au 13 rue Saint-Jean-en-Île, et oui. Et aujourd'hui, c'est son créateur que nous accueillons. Il s'appelle Philippe. Il est aussi artiste, décorateur et metteur en scène. J'ai le plaisir d'accueillir donc Philippe Babylone. Bienvenue derrière l'arc-en-ciel. Bonjour Philippe. Bienvenue derrière l'arc-en-ciel. Philippe, tu es à l'origine d'un club qu'on appelait le Babylone, qui a ouvert 78. en 78, donc dans les années 70. 27 décembre 78. Vous avez bien dit, c'était bien rue Saint-Jean-en-Île, Absolument. en fait, numéro 13. Ah, ça, je ne me souviens plus. Je ne sais plus, je me suis peut-être trompé. Voilà, c'est pas grave. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du club pourquoi avoir ouvert ce club, tu avais des idées bien précises? Tu n'étais pas seul à l'époque. Non. Je travaillais à la Mama. Ouais. Et pendant un voyage d'Henri au Brésil, on a décidé de monter un spectacle pour son retour et on a formé une petite troupe. Et puis, j'avais mis le pied dans l'engrenage et j'ai décidé d'ouvrir un club parce qu'on commençait à avoir certaines divergences au point de vue de réalisation, de spectacle. Je le voyais plus avec des décors et des choses comme ça. Donc, on a exploité cette nouvelle forme de spectacle un peu plus soignée, va-t-on dire, avec une troupe constituée on était 5 ou 6 au départ. Il y avait Alain, Jean-Claude, Nanou, Dominique, Patrice, et alors aussi un staff de personnes qui étaient chargées de la manipulation des décors, des éclairages, le disque jockey, et voilà. Oui, il y avait pas mal de choses. Il y avait des décors, parce qu'en fait, tu avais fait aussi sur la scène, on peut voir, vers l'étage, le plafond. On avait toute une réserve de panneaux peints qu'un très bon ami, Claude, était chargé de descendre et de monter au gré des numéros présentés. Quelques numéros comme ça au hasard, tu saurais nous en citer, les numéros phares? Il y avait Chapel of Love, les deux, le numéro en complet de Bette Midler, qu'est-ce qu'on y avait, un tableau chinois, qu'est-ce qu'on a fait, je ne sais pas, pratiquement tous les numéros avaient un élément de décor ou un décor complet. Le Buenas noches mi amor d'Henri Salvador avec une chambre à coucher qui remontait. Non, c'était de la folie. Je vais te dire maintenant, de la folie. C'était très amusant. Ça me permettait de continuer à dessiner, à coudre, à monter des numéros, mais c'était de la folie. Quand on montait un spectacle, on était d'ailleurs toute une équipe, tous les acteurs étaient là, tous les sympathisants, et l'appartement ressemblait à une usine. Et grâce à mon ami, à ma compagne à l'époque, on faisait à manger pour tout le monde. Et donc elle était, elle, au fourneau et faisait 2 services
pour les gens qui venaient. On peut la saluer quand même. On salue Myriam, évidemment. Hein. Myriam, évidemment. La femme, ah bah oui, hein. Moi qui avais du champagne, elle était la reine aussi. Oui. Nous avions d'ailleurs la plus grosse consommation de champagne en boîte de Wallonie. Ça fait des litres. Et à ce moment-là, c'est vrai, quand tu parles de plein de clubs en Wallonie, on en parlait hors caméra d'ailleurs, qu'à Liège, il y avait énormément de boîtes. Oui, dans les années 70, plein milieu des années 70, il devait y avoir une vingtaine de boîtes. De tout niveau et de toute décoration. Mais nous avons été, Henri, un autre gars, Jean-Charles, qui avait une boîte rue Pont-d'Avoie qui s'appelait Logans, je n'en dirai pas plus. Et on a été les premiers à revoir la décoration des boîtes. Avant, c'était un petit peu franc-freluche, cristaux et du rouge et du doré. Un peu. Et on est arrivé, nous, avec des choses très modernes. On a été les trois boîtes à avoir quelque chose qui changeait complètement de ce qui avait été fait jusqu'alors. Chez nous, c'était bleu, très foncé, tout laqué, avec des statues blanches, ou qu'on faisait changer de couleur selon parfois les thèmes des soirées. Et la décoration aussi principale chez nous, c'était d'immenses bouquets de fleurs, fleurs fraîches. Ça, c'était notre plaisir de la semaine. C'était d'aller au marché aux fleurs à Bruxelles. À la fermeture de la boîte, on revenait avec des tonnes de fleurs. Et alors, le jeudi, je faisais les bouquets. Et le spectacle se faisait? Le vendredi, le dimanche et le mercredi. Mercredi, on va dire en matinée. Enfin, matinée, c'était... les gens venaient pour le spectacle et avaient l'habitude, c'était vers 11h30, minuit. Alors que le week-end, c'était vers 1h, quoi. Tu as beaucoup travaillé avec l'intuition, en fait. Tu avais des intuitions où tu faisais des soirées comme ça, un petit peu avec des thèmes, en fait. Les soirées à thème. On était connus quand même pour ça. Tu pouvais te permettre que le thème restait le thème. Ah, le thème, c'était le thème. T'étais dans le thème, tu rentrais. T'étais pas dans le thème, il y a deux solutions. Tu te déshabillais, tu mettais un sac poubelle avec 2 trous et tu pouvais rentrer. Ou alors, on avait aussi toute une série de costumes de spectacles précédents et qu'on mettait à la disposition des clients. C'est ainsi que nous avons comme client Jean-Pierre Graffet, qui est venu un jour à la soirée vacances, et j'étais à la porte, et il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je viens à la soirée. Je dis, comme ça, tu rigoles? Pas question. Enfin, je dis, non, Jean-Pierre, le thème, c'est le thème. Qu'est-ce que je vais faire? Déshabille-toi. Et alors, j'ai eu Jean-Pierre Graffet, qui a passé la soirée, avec son pantalon relevé jusqu'aux genoux, son Marcel, et le verre à la main. Elle a passé une excellente soirée. On a eu des soirées pyjama, où on venait déguisé en couette, déguisé en pyjama, en nounours, en tout ça. On a eu une superbe soirée pour un anniversaire comment c'était, une soirée prestige. Et on y a d'ailleurs mangé. Il y avait des tables qui avaient été dressées dans la boîte, qui avait été remplie de fumée de carboglace jusqu'au niveau des tables, donc ne sortait que le dessus des nappes et la vaisselle, et trucs comme ça. Et la scène était remplie de cornes d'abondance avec des pâtés, des trucs comme ça. Il y avait un immense papillon qui était enchevroité de sol, enfin des machins, des trucs de fou. On ne saurait plus faire maintenant, et non, je ne le referai plus. Tu payes trop parce que c'est cher et c'est pas... C'est du prestige. Oui. Donc le prestige, c'est bien ce qu'on dit. Il faut avoir énormément d'argent pour pouvoir se le permettre.
souvent. Et à l'époque, ça consommait quand même. La crise a commencé dans le début des années 80. Et ce n'était plus fin 80. Et en 81, ce n'était plus le même débit. Il y a eu moins de champagne. Les clients ne prenaient plus autant de bouteilles qu'eux. Et c'est aussi un problème quand tu as un noyau de clientèle qui vient et qui mène grand train. Le moindre problème financier qu'ils ont, préfèrent ne plus venir que de réduire leur consommation, leur budget, pour ne pas qu'on dise « Ah, Ça manque de prestige, comme tu le disais auparavant. Voilà. Il y avait aussi énormément d'étrangers qui venaient, les Hollandais, les Allemands, et pourquoi? parce qu'à l'époque, les boîtes, il n'y avait pas de boîte gay en Hollande et en Allemagne. Et là, je vais remonter dans les années 70, où il y avait un monsieur qui avait une boîte du côté de la rue Grande Tour, au-dessus de Charles Chabot, il s'appelait, et qui avait loué un bus, et qui partait côté frontière, Maastricht, Cologne, et tout ça, qui faisait son petit périple, et qui ramenait des Allemands ou des Hollandais faire la fête à Liège, et puis on les reconduisait le lendemain. Tu as terminé en quelle année en fait? Donc, En 83. en 83. Raconte-moi un peu la fermeture, parce que je sais que tu en avais eu marre d'un coup. T'en pouvais plus. Ben, c'est bien tombé parce que il est vrai que la situation de crise s'installait de plus en plus. Les frais de spectacle étaient quand même énormes et j'ai eu la malchance d'avoir un très mauvais comptable qui avait des vues sur l'endroit, qui nous a collé en contrôle fiscal. Il a vraiment provoqué le contrôle fiscal. Et là, les emmerdes ont commencé parce que on nous a refusé les frais de costume, donc par la même occasion le remboursement de la TVA, Bien sûr. en nous disant vous n'êtes pas une salle de spectacle, vous êtes un bar. La veille du 1er mai a proposé de reprendre l'histoire. Ce que j'ai fait évidemment, j'ai laissé aller. Et quelques mois après d'ailleurs, 6-7 mois après, on va dire un an maximum, on est venu me reproposer de reprendre la boîte, l'ancien Babylone. On m'a fait le coup 3 fois. Mais non, parce que d'abord, c'est un endroit qui a vécu d'une certaine façon. Les suivants ont changé la décoration et tous ces trucs-là. Donc, il fallait réinvestir, je sais combien ça coûte, et il fallait vraiment marquer un coup, et ça n'aurait jamais plus été pareil. Donc, on a décidé de ne pas donner suite. On s'est fait un superbe appartement rue Pont-d'Arbois, et puis on continuait à travailler à Bruxelles, au garage. Là, ça a été super, la super ambiance. Et on a eu la chance de partager notre loge avec Divine, qui était venu faire une promotion de disques et se lancer un peu en Europe, quoi. Je crois que nous nous sommes rencontrés dans un club qui s'appelait Chanel, qui était juste à côté de la Mama Roma, si je ne m'abuse, avec la fameuse Gigi. Oui. Oh oui, dans le bar. Et c'est à l'honnête. Et là, tu faisais, tu faisais un petit peu spectacle, mais tu étais en transit parce que tu allais partir en France. Tu commençais déjà, tu avais déjà un petit peu mis tes pieds en France, du côté, si je ne m'abuse, de Saint-Trope. Oui, on est allé un peu prospecter, Oui. et puis on a rencontré un impresario qui m'a dit, écoutez, essayez de remonter une troupe et revenez. Je suis revenu à Liège,
On a remonté une troupe avec quelques personnes. On a, pour une période d'1 an à peu près, on s'est produit à la Brique aussi. Au Chanel, on y a organisé des soirées comme Halloween, le soirée réveillon de Noël un 15 août, avec les sapins, la déco et de Noël et tout le bastringue. Enfin non, on s'amusait beaucoup. Et puis donc, on est parti en France avec Toto, mon ami et l'ami de Toto. Et là, la première ville où on a fait spectacle, c'était à Aix-en-Provence, à la Chimère. C'était fabuleux. On devait rester, je crois peut-être 15 jours, 3 semaines. On y est resté 1 mois et demi ou 2 mois. C'était du délire. Et puis de là, on est parti. Toto nous a quittés, est revenu à Liège. On est resté, mon ami Jean-Luc et moi sommes restés en France. On a commencé à faire les plages à Saint-Tropez, l'Aqua, les Palmiers, les grandes soirées, le Pigeonnier, enfin Nice et Cannes, et on faisait des allers-retours, on faisait de la folie, on a fait des tonnes de kilomètres, mais ça a été vraiment, vraiment très agréable. Et on a rencontré quand même des gens fort intéressants. Fort connu. Et aussi oui, assez connus. Dans le milieu, on va dire, hein, parce qu'il y avait aussi des Allanges Bleues. Ben, il y avait, oui, parce qu'il faut savoir que, surtout, pas Saint-Tropez, mais Toulon-Marseille, il y avait quand même encore un milieu, le milieu marseillais. Ouais. Et c'était fort drôle. C'était des mecs charmants, mais enfin, à qui on disait monsieur. Hein, mais c'était quand même les dieux, c'était pas la rigolade, c'était des durs. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je dois dire qu'il y a énormément de troupes qui se font, il y a énormément de transformés, il y a énormément de travestis. Évidemment, les jalousies sont légion. Les Belges sont bien connus. Sont très bien accueillis parce qu'on a une forme de spectacle qui est totalement différente de l'esprit français. Esprit français, c'est avoir belle robe, de belles chaussures, une belle perruque. Le talent, ça vient en troisième zone un peu. Et c'est la présence sur scène. Alors si Mireille Mathieu fait un disque de 3 minutes, mais sort un long playing de 7 minutes 50, ils vont prendre le 7 minutes 50. Alors après 30 secondes, tu regardes et tu te dis, ouais, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de choses qui ressortent. Et puis on commence à braquer son attention sur les chaussures, sur la robe, on voit les défauts, on voit que le playback c'est pas terrible, et voilà. Il y a aussi le côté autodérision. Ah oui, nous ça, on a et on cultive. Ça, l'humour belge est un peu un humour d'autodérision, que français, non, ils sont très sérieux, et ils sont pas, on va dire, ramasser toute la société française sur eux, ils sont pas très réglo entre artistes. C'est-à-dire que c'est vrai que les noyaux de cerise dans les chaussures, ah bon oui, ou bien le verre pilé dans le rouge à lèvres, ça existe. Ouais. Ah. Ça fait un beau sourire, évidemment. Et on est entouré d'ailleurs dans les masques. Oui, ça a été un peu... quand j'étais sur l'île des Ambiers, j'avais comme charge de faire du spectacle, de faire les animations. Là, c'était au moins trois fois par semaine d'animation. Puis je faisais la décoration florale. Donc, mes bouquets du Babylone me servaient, puisque j'étais de nouveau dans les fleurs et dans la créativité. Donc je faisais des bouquets je sais pas, je faisais 17 bouquets, 20 bouquets
pour l'ensemble de l'hôtel et des dépendances. Et puis, je faisais, s'il fallait des décors pour les présentations des buffets et des choses comme ça, j'étais chargé de ça. Et puis un jour, un associé de Paul Ricard m'a demandé, à l'occasion d'une grande fête, si je ne pouvais pas trouver des idées de costumes et de masques et choses comme ça. Alors, bon, ben, j'ai commencé les premiers masques pour orner les buffets. Et puis, il y avait un jeu, parce qu'il y avait aussi des arènes sur cette île. Et j'ai fait des masques pour des jeux. Donc, voilà. J'ai fait des masques. Et j'en ai fait toute une série. J'ai fait des expositions. J'ai fait notamment des expositions à Arc-en-Ciel. Et puis... et maintenant, j'ai un peu arrêté, d'abord par faute de place. et question santé, parce que c'est quand même manipuler des cols, des peintures. Eh bien, je te remercie en tout cas pour cette invitation chez toi. Pour ce 17 mai, nous sommes le 17 mai aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui qu'on va te présenter, évidemment. Journée internationale contre l'homophobie, je vous le signale. Et ben, je remercie toute l'équipe, je remercie Georgiane, évidemment, la collaboratrice. Hein, Merci. Le petit derrière. Ah oui, le petit nouveau derrière. Bien sympathique. Bien sympathique aussi. Et puis on se retrouve très prochainement pour notre capsule. Au revoir. Allez, au revoir. Bisous, bisous. Comme pour chaque capsule, nous vous présentons une ou un artiste qui a été un élément marquant dans la musique derrière Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, je vous présente un artiste extraordinaire. Acteur dans les films de John Waters, Divine, de son vrai nom Glenn Milstead, né le 4 octobre à Baltimore, est un travesti aux formes quand même assez généreuses. C'est là que se passe la rencontre avec John Waters, et qui devient un membre à part entière des Dreamlanders. En 1968, il incarne le rôle de Jackie Kennedy dans Eat Your Make-up, un court-métrage relatant l'attentat du président Kennedy en 1963, mais d'une manière caricaturale. Il sera également dans le film Pink Flamingos, Female Trouble, également à l'affiche de Polyester, le tout premier film en odorama, évidemment, un film de John Waters, un film culte aussi qu'il fera avec Hairspray, entre autres avec Deborah Harry de Blondie, mais également Iggy Pop et Piazza Dora. Et dans les années 80, c'est un producteur, pas mal du tout d'ailleurs, un producteur de génie, du nom de Bobby Orlando, qui le retrouvera pour lui produire une musique high energy, qui s'appellera après de l'Italo Disco pour tout le monde, qui lui fait des morceaux comme Shot Your Shot, ou Born to Be Cheap, ou You Sings Your Man. Divine est au sommet dans l'écurie Bobby Orlando, qui produit aussi la première version des Pet Shop Boys, West End Girls, mais aussi Flirts et Barbie and the Kens. Le 7 mars 1988, il est à Los Angeles pour le tournage de la série Marié 2 enfants, où il incarne l'oncle de Peggy. Il reste la journée au studio pour des répétitions, toute la journée, car le lendemain, c'est le tournage général. La journée finie, il rejoint son hôtel, et après avoir dîné après des amis, il rejoint sa chambre. Et c'est un petit peu avant minuit que Divine s'éteint à l'âge de 42 ans. Mon équipe et moi-même, on vous remercie. N'oubliez pas d'aller liker la page derrière l'arc-en-ciel. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout restez couverts. Au revoir.